Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression de prendre la parole et d'avoir des choses à redire dans ce qu'on a entendu depuis ce matin, mais on va dire aussi quelque chose différentes qui viendront compléter ce parcours sur l'eau. L'eau a toujours été au cœur du développement des sociétés, car c'est une ressource vitale, bien sûr, un enjeu technique et surtout un symbole de pouvoir. Dans notre région, deux grands ouvrages témoignent de cette relation ancienne entre les hommes et l'eau. Tout d'abord, l'aqueduc du Gier, œuvre majeure des Romains, et bien des siècles plus tard, le canal du Forez, dont il a été parlé tout à l'heure, au début du XIXe siècle, pour transformer la plaine en un territoire agricole fertile. En effet, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les ingénieurs romains réalisèrent l'aqueduc pour alimenter ce qui va devenir Lyon. Puisant ses eaux dans le massif du Pilat et suivant une pente douce sur des dizaines de kilomètres, 40 et quelques kilomètres, cet aqueduc combina galeries souterraines, canalisation en pierre et impressionnantes arcades où le relief l'exigeait. Il apportait une eau claire et régulière à la ville, permettant l'alimentation en eau potable, le fonctionnement des thermes, des fontaines publiques et de certaines industries urbaines. Au début du XIXe siècle, face aux besoins agricoles et aux défis hydrauliques, l'homme intervint sur le même territoire avec la construction du canal du Forez. Pensé pour irriguer la plaine, assainir des terres humides et accroître les rendements, ce canal a permis de réguler localement des apports d'eau, de mieux répartir la ressource au fil des saisons et de soutenir le développement rural. C'était une réponse technique et sociale pour transformer ce territoire en s'appuyant sur des infrastructures de cadeaux, d'écluses et de prises d'eau adaptées aux paysages et aux besoins agricoles. Enfin, ça a été dit à plusieurs occasions, du fait de la faiblesse des sols ligériens à stocker l'eau et à produire des nappes souterraines, une forte majorité de l'eau consommée dans notre département, c'est-à-dire 72%, provient des ressources de surface. Seuls 28% proviennent des ressources souterraines, puits et captages, contre 53% au niveau national. C'est ainsi que 17 barrages ont été édifiés depuis le XVIIIe siècle. Ils rappellent que l'eau manquait cruellement pour assurer l'alimentation et les multiples autres usages. En ce début du XXIe siècle, au-delà de la production quantitative, nous nous interrogeons aussi de plus en plus sur le bon état de l'eau. Un article récent nous dit que des analyses d'eau de pluie réalisées au sommet du Puy-de-Dôme ont détecté jusqu'à 32 pesticides différents dans 6 échantillons prélevés entre 2023 et 2024, avec une proportion importante d'échantillons dépassant les seuils réglementaires pour l'eau potable. Qu'en est-il aujourd'hui dans notre département de la Loire ? Quels progrès pouvons-nous attendre dans les années à venir sur cette question ? Les 2 millénaires illustrent les continuités et les évolutions dans la gestion de l'eau. Ils montrent que la gestion de l'eau est à la fois un bien commun à protéger, bien sûr un levier de développement nécessitant des choix politiques, des savoir-faire techniques et des compromis entre les usages. Aujourd'hui, 2025, les collectivités locales sont amenées à réviser le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Les premiers éléments du diagnostic HMUC montrent une réalité préoccupante. Les bassins versants du fleuve Loire et de ses affluents
sont particulièrement sensibles au réchauffement climatique. La hausse des températures et la modification des cycles pluviométriques entraînent en été des débits d'étiage. L'étiage, déjà, nous indique le niveau le plus bas de l'eau de la rivière. Il nous indique que les débits sont de plus en plus faibles au fil des années et les temps d'étiage de plus en plus longs. Et une continuité de la rivière est souvent rompue l'été. On peut dire que dans certains secteurs, 8 rivières sur 9 connaissent des interruptions de débit. Alors, ces conditions rendent la gestion de la ressource plus tendue et posent des dilemmes complexes. Et je vais égrener quelques questions pour le débat. Comment garantir l'eau potable en quantité et en qualité dans la Loire? Comment préserver les écosystèmes aquatiques, la biodiversité? Comment assurer l'irrigation nécessaire à l'agriculture locale, en même temps que la sécurité alimentaire? Comment maintenir les usages industriels et énergétiques, ainsi que les activités touristiques liées à l'eau? Ces questions posent la question du pas assez, mais le pas assez n'est pas la seule difficulté. Le trop devient une menace croissante. Les pluies intenses, de plus en plus fréquentes et violentes, peuvent déverser une hauteur d'eau de 150 à 300 mm en 48 heures. Pour comprendre l'ordre de grandeur de ces pluies, sur 3000 hectares, 150 mm, ça correspond à 4-5 millions de mètres cubes d'eau. Bien sûr, à une hauteur de 300 mm, c'est plus, 9 millions de mètres cubes d'eau, ce qui correspond à 3 fois le volume stocké au barrage de Soulages à la Valangier. Si l'on considère des surfaces plus vastes encore, les volumes deviennent encore plus impressionnants. Selon l'échelle du bassin versant, des dizaines de millions de mètres cubes peuvent ainsi dévaler les pentes en peu de temps et inonder vallées et zones habitées. La vallée du Gier illustre bien ces enjeux. Les crues soudaines et les débits extrêmes menacent les infrastructures et les habitations. Pour réduire le risque d'inondation, les élus et leurs services techniques donnent une nouvelle orientation au développement urbain et redonnent plus de place à l'eau plutôt que de continuer à la contraindre dans d'anciens conduits trop étroits. Les mesures engagées prévoient la suppression ou la modification des conduits et de nombreuses actions en amont. Pour relever tous ces défis dans le cadre du SAGE, il faudra arbitrage et stratégie intégrée. Nous, ici, nous sommes mobilisés pour apporter notre contribution de citoyens aux réflexions et aux projets pour demain. La révision du SAGE est l'occasion d'inscrire ces choix dans le temps long, en s'inspirant des enseignements du passé. L'aqueduc du Gier et le canal du Forez montrent que la planification hydraulique, quand elle est collective et ambitieuse, transforme durablement les territoires. Aujourd'hui, il s'agit d'inventer des solutions en harmonie avec la nature, compatibles avec la préservation des milieux, la qualité des eaux et surtout prenant en compte les réalités des territoires et la volonté des habitants. Les collectivités ont devant elles la responsabilité de concevoir des règles claires, des outils souples et une gouvernance inclusive pour que l'eau continue d'être une ressource sûre, partagée et durable pour les générations présentes et futures. La maîtrise de l'eau dépasse la dimension technique, elle doit apporter aussi de nouvelles conceptions de la gestion des espaces et le développement intégré d'écosystèmes agricoles, forestiers et naturels favorables au cycle de l'eau. Ce sera donner à l'eau une nouvelle place sur les territoires pour qu'elle soit temporairement retenue et redistribuée
et soutiennent à la fois l'agriculture, la biodiversité et la sécurité des populations. Enfin, et pour terminer, la sauvegarde de la ressource eau passera par une limitation réussie du réchauffement climatique et par une transition écologique de plus en plus accomplie. Nous en sommes encore loin, mais à tous, je dis, haut les cœurs, prenons courage. Merci. Merci. Alors, Bernard Rivoire, vous êtes ingénieur hydrologue agricole. Vous êtes notamment anciennement à la Chambre d'agriculture de la Loire. Il y a dans le constat qui a été fait sur ce qui se passe très concrètement dans la Loire une alternance entre du trop d'eau et du pas assez d'eau. Là où pour un citoyen, ça peut être très contre-intuitif, on entend souvent « mais c'est bon, il a beaucoup plu cet automne, donc on n'aura pas de sécheresse cet été ». Pour autant, il y a des sécheresses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a ce paradoxe et comment se fait-il que le cycle de l'eau s'accélère ? Alors d'abord, bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai travaillé pendant 45 ans sur le domaine de l'eau, mais déjà je suis aussi observateur de Météo France. Donc j'ai des quantités de données où on voit très très bien l'évolution. Le problème numéro 1, c'est pas la quantité d'eau qui tombe, puisque quand on regarde, je pourrais vous les montrer, des courbes depuis 1972, la quantité d'eau qui tombe est à peu près constante. Par contre, l'impact majeur, c'est la température. C'est la température qui induit des ETP, évapotranspiration potentielle, qui sont galopantes. Par exemple, quand je regarde mes données de 72, en 72, il s'évaporait à peu près 720 mm d'eau par an, ici à Andrézieux, pour une pluie à peu près équivalente. Il y avait déjà un petit déséquilibre entre l'été et la saison plus humide, donc les agriculteurs ont commencé à irriguer dans la Loire en 1962, et même avant. Hein. Mais aujourd'hui, l'ETP, 720 mm, est aujourd'hui de 1050 mm par an. C'est absolument énorme. Ça veut dire qu'on a une augmentation de 250 mm par an de l'évapotranspiration, c'est-à-dire 2500 m3 d'eau par hectare. Donc évidemment, tout le monde en souffre. La nature en souffre, les cours d'eau en souffrent, les cultures en souffrent. Voilà. Donc c'est un fait. Et donc là, ceux qui veulent, je pourrais vous montrer évidemment les courbes. On m'a pas donné la possibilité de les projeter. Oui, mais il y a aussi un autre fait dû essentiellement au relief de la Loire. Un fait qu'on ne retrouve que dans la plaine de la Limagne, dans la plaine d'Alsace et ici, à cette échelle-là. C'est ce qu'on appelle l'effet de Föhn. L'effet de Föhn dans la Loire est particulièrement marqué, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date de la nuit des temps, si bien que grosso modo, autour de Montbrison, dans une zone Montbrison, Boin, Balbigny, Feur, on a une pluviométrie moyenne de 600 mm annuelle. 600 mm. Alors que à 40 km de Montbrison, au sommet des Monts du Forêt, on est à 1200 mm de moyenne annuelle de précipitation. C'est-à-dire qu'on est du simple au double. C'est absolument énorme. Comment expliquer que ces précipitations ne rechargent plus les nappes phréatiques aujourd'hui ? On pourrait intuitivement se dire, tiens, il a beaucoup plu cet hiver. Et comment se fait-il qu'on a les épisodes de sécheresse aussi qui sont de plus en plus déjà, dans la Loire, fréquents ? on n'a pas de nappe phréatique véritablement. Contrairement à d'autres régions. On n'a pratiquement que des eaux de surface. Donc ça, c'est le problème numéro 1. Mais ça, on n'y change rien, c'est la nature. Hein. Donc ensuite... c'est très très faible. On a ce qu'on appelle des nappes captives
mais microscopiques, c'est lenticulaire, ce qu'on appelle lenticulaire. Soit autour du fleuve Loire, effectivement, on a 1 ou 2 kilomètres autour du fleuve où on a une nappe d'accompagnement. On a des nappes d'accompagnement aussi autour des rivières, mais au-delà de ça, c'est rien. Il n'y a rien. On n'a pas véritablement de nappe. On arrive à trouver des failles en profondeur où on trouve effectivement des petits débits d'eau, mais qui vont dans ce que j'ai pu vivre, de 5 mètres cubes heure à 100 mètres cubes heure au mieux, dans certaines plaines dans certains endroits de la plaine du Forêt, mais en montagne, on n'a pas du tout ça. En montagne, quand on creuse, quand on trouve 1 ou 2 mètres cubes heure, c'est tout. La plus grosse ressource que j'ai vue, moi, sur tout mon parcours, ça a été 10 mètres cubes heure. Mais c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tomber dans une faille, alimentée en plus. En plus, on ne sait pas trop bien d'où vient l'eau. On en discute avec des géologues, mais bon, il y a différentes hypothèses. Donc ça, c'est la nature. Ça, on n'y peut rien. Comme je vous le disais, le problème numéro 1, et ça, on n'y peut rien non plus à notre petite échelle, c'est la température. Quand moi, au départ, j'étais conseiller en irrigation, les premières années, on disait il faut à peu près, on a un déficit de 1500 mètres cubes d'eau par hectare. Tout à l'heure, dans ce qui a été présenté, ce n'est pas 1500 mètres cubes, c'est 3000 mètres cubes d'eau par hectare de déficit. C'est énorme. Par exemple, en maraîchage, que je connais bien, en maraîchage bio, peu importe, en maraîchage, on avait, dans les années 70, un déficit d'environ 2000 mètres cubes d'eau hectare. Aujourd'hui, on n'installe pas de jeunes si on n'a pas une ressource de 4000 mètres cubes d'eau à l'hectare. Le problème numéro 1, c'est pas... il pleut à peu près tout le temps la même quantité d'eau, je pourrais vous le montrer, c'est la température. C'est-à-dire que la nature évapore de plus en plus d'eau, et rapidement. Et les cultures, donc, de la même manière. Hein, de la même manière. Alors, pour rester dans la Loire, Vincent Garnier, vous êtes directeur de la Fédération de pêche de la Loire. Vous connaissez parfaitement les rivières. J'imagine que vous êtes pêcheur vous-même. J'imagine. Et vous êtes le témoin de la dégradation des milieux chaque jour, peut-être parce que là, on parle de prospective. L'étude nous parle notamment d'un décrochage en 2050. Mais elle nous dit que 17% des masses d'eau seulement aujourd'hui dans la Loire sont dans un bon état écologique. Vous, de votre expérience de terrain, est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes déjà confrontés? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire remonter de ce que nous racontent les rivières déjà aujourd'hui? Alors oui, on est témoin effectivement des conséquences du réchauffement climatique, de ce qu'on observe tous les jours ou presque sur les milieux. Le changement, il est déjà en cours, hein, on observe déjà des choses, effectivement. Je vais juste illustrer ça avec un chiffre. On étudie beaucoup les cours d'eau et les poissons, bien évidemment, à la Fédération de pêche. Entre 2003 et 2023, on a perdu 25% du linéaire des rivières à truites, qu'on appelle salmonicoles, dans le département. Et on projette en 2050, là on se projette un petit peu avec le réchauffement climatique qui va continuer, qui va peut-être s'accentuer, avec des hypothèses, hein, bien évidemment. On projette que l'évolution entre 2003 et 2050 serait d'une perte de 60%. Voilà, ça. Est-ce que je peux regarder mon micro allumé, comme ça je peux interagir? Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas le linéaire de rivière. Alors, le linéaire de rivière, ça dépend comment on compte, mais sur les cartographies officielles, on est entre 4500 et 5000 km de cours d'eau. Voilà, selon comment les cours d'eau sont définis à peu près dans la Loire. Et quand vous dites que vous perdez 25% pour la truite, ça veut dire qu'elle est présente sur les linéaires moins 25% de l'espace? Entre 2003 et 2023, on a perdu 25%. C'est-à-dire qu'on est passé à peu près de 2200 km de cours d'eau, on dit salmonicoles fonctionnels, c'est là où la truite vit, grandit et se reproduit, on a perdu à peu près 560 km en 20 ans. Et on projette effectivement d'en perdre encore et d'arriver en dessous de 1000 en 2050. Ça se cantonnera aux zones apicales, tout ce qui sera situé au-dessus de 800-850 mètres, les monts du Fourré, le Pilat, essentiellement, les têtes de bassin versant également, d'où l'importance, on y reviendra peut-être effectivement, de pouvoir travailler sur la préservation de ces zones qui sont essentielles aussi. Ça fait partie aussi des solutions qui sont proposées. Voilà. Votre question, c'était sur les masses d'eau aussi. C'est très important parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de quantité.
Et on en parle beaucoup depuis 2022, la sécheresse, même si avant il y avait eu d'autres sécheresses, hein. On en a connu en fait une quinzaine en 20 ans de sécheresse dans le département de la Loire. À tel point que dans nos esprits, je ne sais pas si ça va vous parler, on parlait à l'époque des années sèches. Maintenant, dans notre esprit, on a tendance à retenir les années humides. Les années humides deviennent presque l'exception. Donc on a inversé notre mode de pensée par rapport à ça. Sur les aspects qualité, effectivement, on ne les décorrèle jamais des aspects quantitatifs. Les deux sont intimement liés. Je vous parle des poissons, mais faut pas vous méprendre sur les propos. Quand on parle des poissons, indirectement, on parle des humains. L'eau dans laquelle vivent les poissons, c'est la même que celle qui arrive à notre robinet. C'est la même, on a besoin de la même eau. Donc voilà, c'est pas le prisme des petits poissons, bien sûr, c'est la structure qui m'emploie, donc j'en parle un peu plus, mais c'est pas par ce prisme-là uniquement qu'on doit aborder les choses. Il faut avoir une vision globale des choses, effectivement. Et voilà. Sur cet aspect qualité, ça a été un petit peu évoqué ce matin. Il y a des choses qui se sont largement améliorées dans le département. On a cité le cas du Furan, de l'Ondaine, du Gier. On aurait pu rajouter le Renaison, on aurait pu parler de la Trambouze. Ce sont des milieux qui revivent véritablement aujourd'hui, des milieux dans lesquels vivent des poissons. Il n'y avait pas de poissons avant dans le Furan à l'aval de Saint-Étienne. Il y a aujourd'hui des truites qui ne se reproduisent pas encore parce que la qualité de l'eau n'est pas suffisante. Mais ces poissons arrivent des petits affluents qui, eux, sont fonctionnels et alimentent finalement la rivière-mer. Donc il y a des choses véritablement qui s'améliorent avec de gros efforts qui ont été menés par les collectivités, et il faut leur rendre hommage par rapport à ça, notamment sur l'assainissement de l'eau. Il y a encore bien évidemment du travail à faire. Il y a d'autres origines également des pollutions, des choses effectivement sur lesquelles il y a du travail à faire par rapport à ça, mais effectivement on mesure tout ça. Et juste, je termine peut-être pour la question, pour apporter des éléments de réponse aussi à ce qui a été dit tout à l'heure sur les éléments liés à la qualité de l'eau. Le département gère ce qu'on appelle le réseau départemental de suivi de la qualité des rivières. Alors ce réseau, il existe depuis 2002. Il y a un site sur lequel toutes les données, alors c'est la Fédération de pêche qui administre la base de données, qui alimente aussi un certain nombre de choses, basta. Le site qu'il faut retenir, c'est rivière au pluriel .loire.fr. Et sur ce site-là, toutes les données du réseau de suivi de la qualité des eaux du département de la Loire sont publiées annuellement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a dit qu'on voulait monter en compétences aujourd'hui tous ensemble. On va continuer à faire ça. Valérie, je ne vous présente pas parce que vous étiez sur la table ronde juste avant. Vous étiez tous là ? Il n'y a pas de nouveau, tout va bien? Génial. Vous aviez à cœur de reparler un petit peu de ces grandes notions qui sont un peu floues pour nous, pauvres citoyens que nous sommes. Le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau, l'eau bleue, l'eau verte. Donc là, on sort du cas particulier de la Loire, mais elle est évidemment concernée par tout ça. Est-ce que vous pourriez rapidement nous dire d'où vient l'eau ? Et comment ça fonctionne et comment nous on la privatise à certains endroits au détriment des non-humains, des écosystèmes. Voilà, nous redonner un petit peu le panel des grandes notions à retenir. Pour retrouver, je dirais, des ressources abondantes en eau, comme je disais tout à l'heure, il faut pouvoir revégétaliser au maximum les territoires avec de la végétation et des sols naturels, de façon à produire le maximum d'évapotranspiration végétale qui se condensera et fournira à nouveau des précipitations locales, des averses douces, régulières, abondantes. Et il faut aussi, en complément, des sols, notamment agricoles, qui soient suffisamment en bonne santé, suffisamment vivants, suffisamment travaillés par les micro-organismes pour pouvoir à nouveau absorber en profondeur et stocker l'eau et les précipitations. Là, je dirais, on remet en route le circuit local des petits cycles de l'eau qui alimentent à 70% les continents. J'aime bien utiliser les petits cycles de l'eau pour expliquer ça par rapport au grand cycle de l'eau qu'on a souvent appris à l'école et qui nous a toujours expliqué que l'eau s'évaporait des océans et des mers et venait se condenser sur les continents. En réalité, l'eau qui s'évapore au-dessus des océans et des mers se condense et retombe sur les océans et les mers, et c'est simplement 30% qui arrive sur les continents. Donc on a vraiment un angle
angle mort sur cette vision de l'évapotranspiration végétale et du rôle majeur qu'elle joue à la fois dans l'hydratation des continents, mais aussi dans leur climatisation, parce que la vapeur d'eau issue de la végétation est aussi un fabuleux matelas thermique qui permet de réguler les contrastes de température dans l'atmosphère, en consommant l'énergie solaire notamment, et en la répartissant de manière plus égale et en évitant des contrastes thermiques, notamment entre le jour, la nuit et des régions voisines. Donc les petits cycles de l'eau sont vraiment un élément fondamental dans la dynamique écologique et climatique de la planète au niveau local et au niveau global. Je dirais que pour retrouver des territoires capables de se réhydrater naturellement et de stocker naturellement l'eau, eh bien, il faut pouvoir laisser à nouveau des espaces importants en libre évolution à la nature. On a vu que la production agricole pose des problèmes de surproduction et qu'on peut remettre en question l'imperméabilisation des sols qu'elle produit de manière systématique par la semelle de labour qui étanchéifie tous les sols agricoles que l'on voit autour de nous. Ce sont c'est une remise en question de pratiques culturelles très important. Il y a un problème de formation, un problème de financement, etc., un problème de filière, on en a parlé tout à l'heure. Mais si on veut pouvoir retrouver à la fois une stabilité climatique locale grâce à cette vapeur d'eau et une hydratation à nouveau aussi régulière, et il faut pouvoir redonner à la nature une place suffisante pour qu'elle exerce ses cycles naturels et fonctionnels. Voilà. Merci. Anne Lestrade, vous étiez... Je vous réveille. Vous étiez là, elle est là depuis la première heure ce matin. Docteur en géopolitique, je vous représente, certains n'étaient pas là ce matin. Vous êtes l'ancienne présidente d'Eau de Paris. Ce matin, vous nous avez expliqué le pourquoi et comment vous êtes passé à Paris en régie publique. Vous avez écrit 2 ouvrages, dont le dernier, L'eau, l'état d'urgence, au Seuil, il est ici à la librairie, qui, face à la crise climatique, réinterroge les usages de l'eau, son partage et sa gestion afin de déployer une nouvelle politique. Avant d'aller sur la nouvelle politique et comment on fait à partir de maintenant, est-ce que vous auriez envie de nous dire, alors désolé, rapidement, en quelques mots, comment on en est arrivé là? Quelle vision, en fait, aujourd'hui serait à remettre en question? On voit bien qu'il y a déjà un petit peu des approches différentes qui commencent à se dessiner. On a tout à l'heure parlé de technosolutionnisme, là on parle de place laissée aux écosystèmes, on parle vraiment de vision qui concerne nos politiques aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire, de votre point de vue, comment on en est arrivé à cette situation en fait d'inaction face à des températures justement qui nous dépassent aujourd'hui, par exemple? Oui, non, j'étais en train de réfléchir à ça. Vous rêviez pas, non, justement, j'étais en train de réfléchir pour voir comment essayer de boucler un peu tout ce qui a été dit, parce que c'est pas forcément simple, surtout en très peu de temps. Pardon. Et j'étais en train justement de réfléchir pourquoi, nous en sommes arrivés là. Moi, je donne de par mon expérience. Donc, en 2001, j'arrive, pour ceux qui étaient là ce matin, en responsabilité à Paris, et donc j'arrivais sans connaître le monde de l'eau, même s'il se trouve que moi j'avais fait un doctorat de géopolitique sur la question de l'eau dans le conflit israélo-palestinien, mais c'était de manière très très géopolitique. Et donc, par contre, je ne connaissais vraiment rien à la gestion un peu concrète de l'eau. Et ce qui m'a frappée, et je vois bien l'évolution, donc tout n'est pas noir, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours une petite lumière au bout du tunnel, c'est que, en tout cas, pendant très très longtemps, le sujet eau a été totalement, moi je le dis, phagocyté par la technicité. C'est-à-dire que c'était le domaine des ingénieurs, et je ne veux pas critiquer les ingénieurs qui sont absolument utiles, le domaine des techniciens et des techniciennes, et je ne veux pas non plus critiquer, c'est-à-dire que je ne dis pas du tout qu'on n'a pas besoin de technicité, d'ingénierie, mais c'était très flagrant parce que moi je passais mon temps en tant qu'adjointe au maire et président d'Eau de Paris à dire mais il nous faut aussi des sciences sociales, il nous faut réfléchir à une culture de l'eau, il nous faut en fait, comme je disais souvent, sortir l'eau des tuyaux, c'est-à-dire penser l'eau dans son ensemble. Et ça, je pense que pourquoi nous en sommes arrivés là? En fait, c'était pas possible d'avoir un débat
ouvert sur les différents enjeux, d'avoir, comment dirais-je, oui, une possibilité de réfléchir à d'autres visions de l'eau. C'était qu'à chaque fois, eh bien, il y avait, nous étions, et ce qui n'est pas faux, le pays qui avait créé le modèle des agences de l'eau, qui avait monté cette gouvernance de l'eau, et en fait, on ne pouvait pas le questionner. Et en fait, c'est la crise, parce que là, vraiment, moi, je trouve que c'est assez flagrant, c'est que c'est les crises successives, et encore plus, c'est d'ailleurs pour ça que l'éditeur m'a demandé d'écrire le livre après juste la sécheresse 2022, et on voit bien la sécheresse 2022 a été un élément accélérateur d'une prise de conscience qu'en fait, c'était pas possible de continuer avec cette même vision et ce même modèle. Et ça me semble important de le dire, parce que ce que j'ai entendu, par exemple, et sans du tout vouloir polémiquer, mais pour avoir un peu de débat, en affirmant, par exemple, qu'on aura forcément besoin de plus d'eau pour la culture, pour l'agriculture, justement, on est sur quel choix pour la ressource. Il y aura forcément peut-être besoin de plus d'eau pour certaines cultures, mais peut-être qu'il faudra changer de culture, qu'il faudra peut-être moins d'eau pour d'autres cultures, qu'en fait, il nous faut réfléchir à qu'est-ce qu'on priorise. Et de toute façon, même si l'eau est un grand cycle, les cycles de l'eau ont été très bouleversés. Et je trouve que là, un petit peu progressivement au fil de la journée, mais on n'a pas beaucoup parlé des écosystèmes. Or, les grands cycles, enfin, je veux dire, dans les usages de l'eau, il y a l'usage de l'eau pour la faune, la flore, ça a été dit, et pour les écosystèmes, parce qu'autrement, sans une bonne qualité des milieux, tout ça n'a pas de sens. Donc, ça, c'est absolument primordial. Et alors, peut-être que je ne sais pas si on pourra en revenir après sur des solutions peut-être envisagées, mais j'ai trouvé ça très bien de faire cet intermède de chorale. Et je ne dis pas ça pour remercier facilement, c'est parce que là aussi, on a, et c'est encore plus flagrant, je pense, dans les zones urbaines, perdu une forme de culture de l'eau, d'une histoire de l'eau, d'un patrimoine de l'eau. Or, l'eau, c'est évidemment des usages, mais c'est aussi un paysage. C'est un paysage, ce sont des pratiques, des histoires culturelles. Et ça, je pense qu'il faut aussi pouvoir le revaloriser, parce que ça nous donnera une idée plus juste de ce que nous pouvons faire, sachant que nous avons, et il faut l'admettre, de toute façon, des défis énormes dans un monde totalement bouleversé. Et que il faut l'acter. Nous n'aurons pas la possibilité d'avoir autant d'eau sur les mêmes usages, sur les territoires comme nous connaissons actuellement. Ça, il faut juste l'admettre. Et si on admet ça, et je vois bien qu'il y en a certains ou certaines qui ont du mal à l'admettre, mais en admettant ça, ça veut dire que c'est aussi tout un champ qui se réouvre pour penser différemment. Et c'est pas forcément dramatique, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de penser différemment la gestion de l'eau. Merci. Justement, c'est un petit peu le sujet que j'avais envie d'aborder pour cette dernière table ronde. Il y a aussi dans les solutions deux grandes visions qui s'opposent. Ça a été dit tout à l'heure, il y a des solutions qui sont principalement technosolutionnistes. On le voit par exemple sur la question en fait, du stockage de l'eau qui a été très légèrement abordée sur la table ronde agriculture. Et on voit qu'autour des conflits qui se sont cristallisés autour des méga-bassines, à quel point le regard que l'on porte, ce que vous venez de dire Anne, sur l'eau, est-ce un bien commun? Quel droit avons-nous? Avec quel partage, quel usage entre nous, mais aussi par rapport aux écosystèmes? Et on a donc cette vision techno-productiviste qui mise tout sur l'ingénierie, où on nous dit mais on va stocker de plus en plus gros, on va solutionner comme ça, on va ensemencer les nuages, on va absorber le CO2, voilà. Et une autre vision qui est plus écosystémique, qui va miser sur la sobriété et la régénération naturelle. Du coup, j'avais envie de vous entendre un petit peu les uns et les autres, parce que c'est vraiment ce qui divise aujourd'hui de plus en plus les grands récits qui sont en train soit de se perpétuer et de s'accélérer même, soit d'essayer péniblement d'émerger, notamment depuis les années 70. Voilà, quel est votre point de vue sur ces grands récits, et pour ne pas rester dans la généralité, vraiment sur le rapport à l'eau, à l'usage de l'eau, à la répartition
aux écosystèmes. Quel est votre point de vue aux uns et aux autres quand on l'aborde sous l'angle des solutions, de la réponse que l'on souhaite aujourd'hui apporter? Peut-être vous n'avez pas encore pris la parole parce que vous étiez 2 là du collectif, ça me fait 6 sur 1h15, mais allez-y Philippe. Anne là, Strat sur m'a un cette peu coupé question. l'herbe sous le pied, mais c'est normal, je lui laisse la priorité parce que c'est une experte. J'allais justement rebondir sur son approche. Tout à l'heure, Jean Gilbert disait comment gérer l'eau. Moi, je dirais même pourquoi gérer l'eau. Parce qu'on a besoin de rivières, on a besoin de milieux naturels. On parle de santé mentale. Eh bien, aller se promener dans la forêt ou aller au bord de l'eau, c'est se faire du bien. Donc, avant le comment et le reste, le milieu naturel, il est fondamental pour tout le monde. Au-delà de l'aspect consommation auquel je vais venir maintenant, la sobriété, effectivement, il faut en avoir conscience, c'est essentiel. Mais on a d'abord, au point de vue humain, besoin de cette eau vivante qui soit plus cachée dans les tuyaux, etc. Ça, je crois que c'est le premier aspect. Une fois qu'on a dit ça, après, effectivement, la priorité, c'est d'abord de protéger le milieu naturel. Parce que si on massacre le milieu naturel, eh bien, c'est fini. La question de l'eau, après, elle sera résolue, ce sera une vie impossible. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, je vais quand même rebondir parce que je vais décliner sur différents angles. Je suis dans l'association Eau et Services Publics, donc on imagine tout de suite les factures, etc. Alors oui, je vais rester sur mon sujet aussi parce que je vais vous donner une information. Actuellement, les comparatifs de prix d'eau se font sur une base qui est une base INSEE qui date de pas mal de temps, et je ne sais pas d'où elle vient, qui est la base de 120 mètres cubes par ménage, pour un ménage de 4 personnes. Et il s'avère que depuis peu, de façon simultanée en chronologie, 2 sources différentes nous amènent une info nouvelle, qui est plutôt que la consommation moyenne des ménages serait de 80 mètres cubes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les systèmes de comparatifs ont un petit peu du plomb dans l'aile, et ça veut dire que si on parle de sobriété, il faudrait peut-être gérer avec cette nouvelle mesure. Je prends un exemple qui serait l'arrêté Philippe Huyard, si un jour ça finit dans les lois. La première tranche serait 40 mètres cubes. 40 mètres cubes, c'est vraiment le minimum, mais peut-être que ça suffit à beaucoup de gens, parce qu'aussi il y a la part fixe qu'on oublie toujours pour le vrai prix de l'eau. Ça, c'est la première chose. La deuxième serait 80 mètres cubes, qui a d'ailleurs été prise par certaines villes. Dunkerque a fait un tarif qui, à partir de 80 mètres cubes, change. Et puis, les 120 mètres cubes, c'est déjà, à mon avis, trop. Et puis après, quand on regarde certains tarifs, de 120 à 200, ça baisse presque pas. Il faudrait une tarification progressive, qui fait que plus je consomme de l'eau, eh bien, plus je vais contribuer au financement. Et je rebondis sur la notion de financement, parce que si vous regardez votre facture, vous avez l'agence de l'eau, qui a été évoquée très souvent. Ce sont les consommateurs finaux qui financent l'agence de l'eau. Donc, allez voir son site qui est très intéressant. Tenez-vous au courant, abonnez-vous à la lettre qui va vous montrer les efforts au niveau du bassin qui sont faits dans son ensemble. L'agence de l'eau, elle donne des objectifs, elle finance aussi, on l'a dit, et chacun peut, en tant que simple usager, alors c'est pas j'ai payé, je veux savoir ce qu'il en a fait, c'est normal de s'intéresser à notre bassin. Nous, on est sur le Bar Bretagne ou sur Rhône, Méditerranée, Corse pour les amis du GIE. Allez vous intéresser à ça et vous progresser en compétences. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, mais toujours en revenant au fondamental, l'aspect, ce qu'on appelle solution fondée sur la nature, enfin tout ce qui est dans un peu l'élocution de spécialistes, c'est fondamental. Il faut d'abord préserver l'eau avant de penser à son prix ou à sa répartition ou au tuyau, et puis à l'épuration. Et c'est aussi un problème de santé publique parce qu'il est grave, et je vous donne une autre information. L'association Génération Future a fait une cartographie qui est accessible sur son site, qui vous montre, suivant où vous habitez, quelle est la qualité de votre eau, au-delà de simplement l'agence régionale de santé qui vous donne la dernière analyse de l'eau avec tous ses composants qui sont très difficiles à lire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en tant qu'association eau et services publics. C'est pas parce qu'on s'occupe de l'eau dans les tuyaux et des factures qu'on n'a pas le souci de l'eau en amont et en aval, moins la salir et la garder la plus naturelle possible, la dégrader le moins possible, et puis payer le juste prix qui va forcément monter. Ça a été dit ce matin, il ne faut pas se leurrer, notre prix d'eau va monter de façon considérable, mais c'est un bien vital. Donc il vaut mieux acheter de l'eau qu'un forfait d'abonnement à Netflix, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est à vous de voir. Mais l'eau, dans la nature d'abord, et puis une gestion équilibrée et un partage d'informations. Il y a plein d'infos sur l'eau. Allez, documentez-vous, vous trouverez des choses, vous allez progresser en compétences, et puis partageons après à la fois les informations et partageons l'eau. Merci. Valérie, vous vouliez réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce sont les écosystèmes qui fournissent l'eau. En premier, et donc la sauvegarde des écosystèmes est prioritaire à l'heure actuelle pour pouvoir continuer à bénéficier de ressources en eau.
Je voulais parler de l'association dont je suis présidente à Brigné, au sud-ouest de Lyon. Nous nous opposons à la construction de 3 ouvrages écréteurs de crues pour sauvegarder des écosystèmes encore vivants et pour remplacer ce projet par un projet de territoire de solutions fondées sur la nature qui permettrait de gérer à la fois les inondations, le ruissellement, l'érosion, mais aussi la sécheresse et la perte de biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de solutions fondées sur la nature, justement, auxquelles vous faites référence pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce dont il s'agit? Voilà, tout à fait. Donc, les solutions fondées sur la nature, c'est quelque chose maintenant qui est promu par les grandes instances comme l'ONU, les agences de l'eau, l'État, etc. Ce sont des solutions très simples, je dirais, de conception et de fabrication à taille humaine, faciles à réaliser et mettre en place. Ça demande quand même aussi un minimum d'expérience et de technicité malgré tout, mais c'est vrai que ça permet d'envisager un aménagement du territoire beaucoup plus doux et qui prendrait les divers périls du changement climatique de façon systémique, c'est-à-dire qu'on gérerait l'ensemble du territoire de façon à la fois à ralentir et retenir l'eau dans le territoire, lui donner le temps de s'infiltrer à l'intérieur du territoire pour qu'elle soit là quand on en a besoin et éviter des inondations et des crues dévastatrices comme on en a de plus en plus souvent. Nous, ce que nous préconisons pour justement résister notamment aux inondations, ce sont des petites barrières filtrantes d'environ 1 mètre, 1,50 m, faites de bois récupérés sur place ou de pierre et qui seraient positionnées dans les fossés de ruissellement, les zones d'érosion, les talwegs, les vallées sèches. Ça peut être de toute dimension en fait, de façon à retenir en cascade toujours un minimum d'eau, et ça peut demander parfois des centaines, voire des milliers d'ouvrages, mais qui s'insèrent bien dans la nature et qui permettent comme ça de conserver l'eau, d'éviter que le ruissellement entraîne des sédiments, entraîne des débris végétaux et viennent créer des embâcles dans les rivières. Enfin, voilà. C'est des solutions qui ont souvent de plusieurs avantages, présentent plusieurs avantages à la fois et qui permettraient d'envisager une gestion du territoire à taille humaine qui entretiendrait la biodiversité et les services écosystémiques qu'elle nous prodiguait avant que beaucoup d'abus n'en viennent à bout. Voilà, donc c'est notre projet à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui a quand même, je dirais, la faveur des pouvoirs publics à l'heure actuelle, mais il faut que le public s'empare aussi de ces solutions, apprenne à les connaître et, comme toujours, fasse son devoir de citoyen, c'est-à-dire pousse à ce que les solutions de ce type-là soient mieux connues et bénéficient d'une plus grande visibilité. Merci. Bernard Rivoire et Vincent Garnier, est-ce que vous auriez d'autres propositions, j'aime pas tellement le terme de solution, mais sur la préservation des écosystèmes aquatiques et le bon état notamment des eaux? Est-ce que vous auriez des retours d'expérience à partager ou des préconisations de par l'endroit où vous parlez chacun? Alors déjà, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des précipitations qui étaient à peu près constantes, mais très irrégulières. Donc l'astuce, évidemment, c'est de garder l'eau quand il y en a beaucoup. Simplement, au niveau du stockage de l'eau, moi je suis spécialiste en stockage de l'eau, j'ai pratiqué ça pendant 36 ans. Sur le département de la Loire, il y a 450 retenues collinaires, petites retenues collinaires. Ça n'a rien à voir avec le terme que vous avez employé l'autre jour, que je n'emploie jamais, que vous avez employé tout à l'heure. Le terme de ? Le terme, les stockages, les gros stockages dans l'Ouest. Moi, je n'utilise jamais ce nom-là. Ça ne désigne pas les retenues collinaires, ça désigne un autre système de stockage. Voilà. C'est pas du Donc, tout la même chose. L'ensemble des 450 retenues de la Loire stockent 3 millions de mètres cubes d'eau. Le barrage du Dorlay stocke 3 millions de mètres cubes d'eau. C'est-à-dire qu'on a la même quantité d'eau dans le barrage du Dorlay et dans les 450 retenues. Voilà.
chez Observatoire de Météo France. La nuit dernière, jusqu'à midi aujourd'hui, sur le bassin de Rivière-Coise, il est tombé 6 millions de mètres cubes d'eau. C'est-à-dire que sur le bassin de Rivière-Coise, il est tombé la somme de Dorlay et des 450 retenues. Donc moi je dis, une des solutions, c'est vraiment de stocker l'eau quand il y en a trop. Voilà. Et du coup, pouvez-vous nous dire les différents systèmes de stockage qui existent justement aujourd'hui, les pour et les contre, qu'est-ce que ça pose comme problématique Alors déjà pour répondre à votre autre question sur les écosystèmes. Ouais. Donc au niveau notamment des retenues collinaires, on a fait des petites études, du moins l'université de géographie de Saint-Étienne a fait des études autour des retenues collinaires et a constaté un enrichissement énorme de la faune, de la flore autour des retenues. Sur des retenues qui ne sont pas très loin de là, on n'avait jamais vu de canards, de plein d'oiseaux qu'on ne voyait pas avant. Et également aussi au niveau des amphibiens. Au niveau des amphibiens, sur les dernières retenues que j'ai faites, je regrette de ne pas l'avoir fait avant, mais ça c'est encore faisable, sur toutes les retenues, j'ai demandé aux agriculteurs de mettre des refuges amphibiens. C'est-à-dire quand le niveau d'eau baisse, on a des refuges. J'ai pris des photos, ça marche très très bien. Est-ce que vous pouvez expliquer au public ce qu'est une retenue collinaire, d'où vient l'eau, Alors, comment elle est stockée et pour quel usage? Normalement, par exemple sur le département de la Loire, il y a à peu près 5 ou 6% des retenues qui sont sur cours d'eau vrais. Donc ont un DMB, un débit minimum biologique, donc elles doivent laisser passer de l'eau. Voilà, c'est une réglementation, un DMB qui petit à petit a baissé. Avant c'était 10% du débit maximal, maintenant on est tombé à beaucoup plus bas, donc on doit laisser. Mais toutes les autres sont classées en déclaration, c'est-à-dire que c'est des eaux de ruissellement qu'on stocke. Je vais vous prendre des exemples. Ça peut être les eaux de ruissellement des bâtiments, ça peut être les eaux de ruissellement d'un petit alvègue, non considéré comme cours d'eau. Après, du moment où c'est considéré comme cours d'eau, il y a une réglementation. Et on doit se plier à la réglementation. Voilà. Mais avec les quantités d'eau qui tombent, on stocke, sur le bassin de Rivière-Coise, on stocke 1,4% de l'eau qui s'écoule. 1,4%. Donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à l'ensemble. Il y a des régions, notamment un pays un peu plus au sud de nous, qui stockent jusqu'à 20% des écoulements. Et on les regarde faire. Nous, on stocke en moyenne en France, je crois que c'est 2% des écoulements d'eau. Il y a 25 ans, j'étais à une conférence avec des géologues et des hydrogéologues à Niort. On avait 2 hydrogéologues marocains. Ils ont dit, mais vous êtes en train d'appauvrir nos pays. On l'a bien regardé. Stockez votre eau, il nous dit, parce que vous êtes en train d'appauvrir nos pays. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont puiser de l'eau à d'abord 50 mètres, maintenant 100 mètres, 200 mètres de profondeur pour envoyer des fruits et légumes qui arrivent chez nous. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils le fassent, mais quand des hydrogéologues nous disent ça, vous êtes en train d'appauvrir nos pays parce que vous transportez de l'eau à travers ces légumes et tout, alors que vous êtes capable de le faire là. Ici, vous avez toute l'eau qu'il faut. Alors la meilleure que j'ai entendue, je peux vous dire, à Paris, une fois, je ne citerai pas par qui, on discutait des cours d'eau, de la définition des cours d'eau et tout ça. Un président d'une association a dit, moi j'ai la solution. Il faut que tous les agriculteurs passent en bio, comme ça ils n'auront plus besoin d'eau. Vous voyez la connerie? Déjà, quelqu'un qui dit moi j'ai la solution, c'est toujours un peu. Hein, on a vu tout à J'ai l'heure la c'était un solution, panel. il faut que tous les agriculteurs passent en bio, moi comme ça ils n'auront plus besoin d'eau. Je vais vous demander d'accélérer un tout petit Vous voyez peu un pour petit qu'on peu la puisse continuer de confusion faire que tourner ça la met dans les parole. têtes des gens? C'est fou quoi. Alors, en vrai, la question du stockage de l'eau mériterait une table ronde en soi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de systèmes de stockage de l'eau qui n'ont pas du tout les mêmes impacts sur la biodiversité, sur la répartition des usages. Donc, malheureusement, voilà, je suis désolée de dire qu'on va avancer. Mais par contre, si vous vouliez rebondir, Vincent Garnier, et nous dire de votre point de vue la préservation des écosystèmes aquatiques, pour revenir au sujet. Merci. Juste
Sur la phrase d'avant, effectivement, je pense que quelque part, c'est une des clés effectivement de la solution. Je crois que quand on parle de solution, il faut faire preuve d'humilité. Et je pense que les solutions, elles se construisent ensemble, elles se construisent par le dialogue. Le dialogue, ça veut dire savoir exprimer quels sont les besoins, ça veut dire aussi savoir écouter quels sont les besoins des autres. Et c'est à partir, lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là, je pense qu'il faut y être. Lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là, eh bien, on peut effectivement être dans une démarche de construction de solutions. Ça, c'est pour la forme. Effectivement, les gens qui disent « c'est bon, j'ai la solution et je vais vous dire comment ça va se passer », en général, ça coince. Ouais, il faut se méfier. Ensuite, effectivement, sur le fond, oui, les solutions fondées sur la nature, effectivement, stocker l'eau, il y a plusieurs moyens de stocker l'eau. On peut la stocker dans les sols. Effectivement, je pense que le stockage, dire « c'est bien, c'est pas bien », c'est pas comme ça, à mon avis, que les choses elles doivent se réfléchir, c'est du cas par cas. Je vais vous citer un tout petit exemple. Dans le département de la Loire, à côté de Roanne, une retenue a été construite sur la commune de Notre-Dame-de-Boisset pour faire, alors je ne sais plus si c'est 10 ou 40 hectares, j'ai peur de dire une bêtise, de maraîchage bio. Le remplissage de cette bassine se fait entre le 1er novembre et le 31 mars, uniquement lorsque le débit du Rhin qui permet l'alimentation de cette bassine a un débit suffisant qui est supérieur à 4 mètres cubes par seconde. Ce maraîchage bio permet d'alimenter les écoles et permet d'alimenter les EHPAD du Rouennais. Qu'est-ce qu'on peut dire à un projet comme ça ? Est-ce qu'il faut mieux effectivement faire ça plutôt que de faire importer des légumes, comme ça a été dit peut-être du Maroc ou de je ne sais pas de quel pays ? Bon, effectivement, c'est peut-être intéressant de dire sur cet exemple précis-là, stocker de l'eau, la prélever, c'est peut-être faisable. Si on nous dit, on va multiplier les projets comme ça, et on va augmenter la surface d'irrigation du maïs, par exemple. Bon, peut-être que là, notre approche et notre perception des choses sera différente. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que sur cette question de stockage, c'est du cas par cas. Et il faut toujours se poser la question de quel est l'impact de ce que l'on fait, quel va être l'impact sur les milieux, mais aussi l'impact global de ce qu'on envisage en termes de projet. Voilà, je pense que c'est sous cet angle-là. Et puis un tout petit point sur la pluviométrie, parce que ce qui a été dit tout à l'heure est vrai sur la quantité de précipitations annuelles. Mais si je peux apporter une toute petite précision par rapport à ça. Lorsqu'on parle de gestion des écosystèmes et d'approche, les précipitations annuelles et les moyennes annuelles, ce n'est pas une donnée qui nous intéresse beaucoup. La donnée qui nous intéresse, c'est la pluviométrie au moment critique. Nous sommes des êtres humains, on vit 365 jours par an. Si on s'arrête de respirer pendant 2 heures, on va avoir tous un problème. C'est pareil pour les milieux aquatiques. Si les milieux aquatiques s'assèchent pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça ne marche pas, ils sont foutus, ils sont morts. Donc cette approche de cumul annuel, même si la statistique est vraie, elle est bonne, ce n'est pas, de notre point de vue, de cette manière-là qu'on doit l'appréhender. On doit l'appréhender, quand on parle de la gestion des milieux, je parle bien de la gestion des milieux, eh bien, on doit l'appréhender sur une approche beaucoup plus fine. C'est celle du terrain, c'est celle du quotidien. Voilà. Et puis sur le fond également, les têtes de bassin versant, les zones humides, les zones de stockage naturel, effectivement, ces zones humides, elles rendent de nombreux services aussi. On l'a vu lors des étés caniculaires et très secs de 2022, les seuls endroits où il y avait encore un peu d'herbe et de l'herbe verte, c'était les zones humides ou à proximité des zones humides. C'était des endroits où effectivement les agriculteurs mettaient les bêtes à pâturer parce qu'il y avait encore un peu de fourrage uniquement dans ces endroits-là. Donc voilà. Il y a d'autres choses à faire. La continuité écologique, c'est un autre sujet. Il y a plein d'actions. On a recalibré les cours d'eau, on peut les faire reméandrer pour ralentir les écoulements des eaux et faire en Est-ce sorte qu'il y a que des actions à l'œuvre ici dans la Loire sur le reméandrement des cours d'eau, par exemple ? Il y en a plein, et il y a plein de choses qui se font déjà de manière excellente. Il y a un travail spectaculaire qui est fait par les structures gémapiennes qui emploient des techniciens de rivière, des équipes qui travaillent au quotidien sur ces aspects-là, qui travaillent sur la continuité écologique, la mise en défense des cours d'eau, qui en même temps travaillent avec les représentants du monde agricole pour créer des points d'abreuvement pour les bêtes, c'est essentiel, qui effectivement réalisent des travaux de dérasement de seuil pour rétablir la continuité écologique, ce qui permet aux espèces d'être plus résilientes, au milieu d'être plus résilientes, parce que les espèces vont pouvoir accéder à des zones refuges, des zones fraîches et des zones où il y a encore un peu d'eau l'été,
S'il y a des barrages, les poissons, je parle des poissons, mais on pourrait extrapoler à d'autres espèces, eh bien, ne peuvent plus accéder à ces milieux-là. Voilà, donc oui, il y a plein de choses qui se font déjà. Il y a plein de choses, on n'a plus à faire la preuve de l'efficacité de ces mesures-là. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. On sait, on maîtrise, ça fait des décennies que des choses sont faites. On mesure l'efficacité scientifiquement par des inventaires, par des mesures de température d'eau, par plein de choses. On sait que c'est efficace, on sait qu'il faut aller plus loin. Et puis, je l'ai redit tout à l'heure aussi, sur l'aspect qualité de l'eau, il y a eu des avancées spectaculaires. Il y a encore, bien évidemment, des choses à faire par rapport à ça. Mais c'est un ensemble, un panel de choses à mettre en place avec, je pense, une forme qui est celle de la discussion, de l'échange et des solutions qu'on est capable, il ne faut pas nous sous-estimer, on est capable de co-construire les choses. On revient à la table ronde de ce matin, on recommence. Merci beaucoup, c'est très éclairant, notamment c'est porteur d'espoir à ce moment de se dire qu'en fait on sait ce qu'il faut faire, on sait faire, on voit les impacts, on les voit positivement, notre niveau de connaissance et d'expérience augmente. La question qui se pose maintenant, c'est celle de la démocratie et de la gouvernance. Et effectivement, comment est-ce qu'on se met ensemble? C'est un peu tout le travail du collectif aujourd'hui qui vous propose plein d'espaces. Et Anne, j'avais envie justement de vous interroger là-dessus parce que la question que ça pose, c'est comment on change d'échelle. Et donc ça pose forcément la question de la politique publique. Et donc c'est dans vos travaux quelque chose que vous avez beaucoup regardé, en fait, cette dimension de la politique publique, de son rapport à la priorité, aux usages vis-à-vis de la ressource en eau. Est-ce que vous auriez envie de partager avec nous, de par votre expérience, des pistes pour le collectif et puis pour la Loire et aujourd'hui, de comment est-ce qu'on pourrait justement avancer sur des politiques publiques qui soient beaucoup plus proactives, on va dire, dans l'essor de ce panel de solutions. Waouh. C'est ça. D'abord, je ne vais pas reprendre ce que mon voisin de droite a dit parce que je suis à 100% d'accord. Mais je vais juste quand même insister sur, parce que on le sait d'ailleurs qu'en général, les gens ne retiennent à peu près que 7% de ce qui a été dit. Quand on le répète, on peut déjà atteindre les 14-15%. Donc en fait, des solutions existent. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, sur les différents territoires, des gens qui innovent et qui pensent on va dire la gestion entre guillemets de l'eau en étant dans cette approche intégrée, résiliente, soutenable et qui permettent et qu'est-ce que en fait l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir encore avoir assez d'eau en quantité et en qualité sur nos territoires. En fait, c'est ça quand même l'objectif qu'il faut avoir en tête. Donc, des solutions existent. Comment elles peuvent être mises en œuvre? Alors là aussi, je voudrais réinsister parce que ça a été dit. Il n'y a certes pas une solution, il n'y a pas un modèle généralisable. C'est pour ça que, par exemple, sur le stockage, c'est pas la solution. Il peut y avoir évidemment utilité de stockage sur plein de territoires. Ça, je pense que personne ne le conteste. Ça dépend de type de retenue, donc ça, il n'y a pas de discussion là-dessus à avoir, mais ça veut dire néanmoins que quand j'entends beaucoup de choses qui ont pu être dites, il faut quand même changer de vision, c'est-à-dire qu'il faut accepter que nous sommes interdépendants avec nos milieux. C'est-à-dire qu'il faut changer, c'est pas seulement de vision, mais c'est en fait de rapport à ce qui nous entoure, aux ressources en eau, parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. L'humain peut avoir cette hubris de penser qu'il peut considérer l'eau uniquement comme une ressource et pas comme un élément de vie. Il peut considérer qu'il pourra de toute façon puiser comme il veut. En fait, l'humain, il n'est pas grand-chose par rapport à la planète Terre et au système Terre. C'est-à-dire qu'en fait, elle sera toujours là, même très fortement modifiée si on continue comme on continue. Mais par contre, très clairement, nous, enfin en tout cas la population humaine, peut avoir des conditions de vie inhabitables sur plein de territoires. Et en fait, c'est quand même ça l'enjeu. Donc je pense qu'il faut garder ça dans la tête et donc se dire que les politiques publiques mises en œuvre aujourd'hui, permettent d'assurer des conditions vivables, habitable pour tout le monde dans les années qui viennent. C'est ça l'enjeu, et c'est de bien vivre, et je dirais même de mieux vivre. Parce qu'à moins d'être
je sais pas moi, je sais pas dans quelle société on vit, mais à moins peut-être d'être très très privilégié, on peut quand même pas dire qu'aujourd'hui les conditions de vie soient optimales pour l'ensemble des populations. Donc, si on pouvait penser, pour reprendre la question de l'eau, on pourrait penser nos politiques publiques en se disant, bah tiens, pour l'eau, imaginons un aménagement du territoire qui permette aux gens de continuer à vivre et à mieux vivre, tout en préservant les milieux. Qu'est-ce que ça donne? Et en effet, ça, on l'a dit, les villes éponges, on absorbe l'eau, c'est-à-dire qu'au fond, le contraire de ce qu'on a fait pendant des décennies, là, où on a canalisé. En fait, les logiques de l'eau des dernières décennies, c'est canaliser, techniciser, et puis chasser l'eau. Chasser l'eau. Et en fait, tout le monde le dit maintenant, eh bien non, il faut retrouver un cours plus lent. C'est-à-dire, en fait, il faut accepter que justement, on absorbe, on retienne l'eau, il faut reméandrer, ça a été dit, ça existe, il y a des reméandrages qui se font de solutions basées sur la nature. Donc en fait, il faut penser l'eau dans nos politiques publiques en se disant, d'un point de vue eau et milieu aquatique, comment on peut réaménager nos politiques. Et donc c'est production agricole, c'est aménagement du territoire. Vous l'avez bien dit, à juste titre. Vous avez raison, même si vous n'avez pas peut-être dit le mot virtuel, mais c'est en effet la question de l'eau virtuelle, la question de l'empreinte eau. Il faut relocaliser nos productions agricoles. Et ça peut peut-être dire en effet qu'il faudra là à un moment une retenue d'eau pour permettre un maraîchage, pour éviter d'importer des légumes qui sont en fait cultivés dans des territoires où il n'y a pas d'eau. Et en fait, c'est cette approche-là qu'il faut avoir et qu'on peut avoir, je le redis, si on met aussi l'eau, qui a souvent été un impensé, un peu au cœur de nos politiques. Bon, ça, c'est un peu mon grand dada. Mais quand on dit ça, bah, en fait, ça nous permet de voir les choses assez différemment. Et l'autre point aussi que je voulais aborder, c'est que ça a été dit, je ne vais pas le redire, il faut le dialogue, entendre ce qui est de l'ordre des demandes et des besoins, même si moi je fais une petite différence sur besoin-demande, parce qu'on dit toujours il y aura de plus en plus de demandes en eau. Oui, mais par exemple, est-ce que nous avons besoin d'un nouveau golfe dans un endroit où il n'y a pas d'eau? Bah, on ne peut peut-être pas considérer que c'est vraiment un besoin important. Donc là aussi, la question demande, ça revient à la question des priorités et qu'on ne peut pas avoir une logique uniquement de l'offre. Parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui. C'est que c'est l'offre. Donc, il n'y a pas d'eau. Ah ben en fait, on va faire de la ressource additionnelle. Parce qu'en fait, c'est ça la logique technosolutionniste. On va faire de la ressource additionnelle. C'est la réhute, c'est tout ce qu'on veut. Bah oui, non, à part que là aussi, il y a toujours une impasse. Ces technologies, elles sont très énergivores, elles consomment beaucoup d'eau. Donc là aussi, c'est toujours avoir cette idée d'avoir une approche holistique. Et enfin, moi, je suis absolument pour le dialogue ouvert, parce que de toute façon, on est absolument obligé et que l'intelligence collective est toujours plus efficace que, on va dire, des points de vue affirmés un peu bêta. Et après, il faut quand même, là moi je le dis en tant que politique, et je voudrais terminer là-dessus, il faut avoir le courage aussi d'affronter des intérêts économiques et qui sont souvent minoritaires. Il faut aussi avoir le courage d'affronter certains lobbies. Il faut aussi avoir le courage de dire, eh bien là, l'intérêt général, c'est ça et ça. Ah bah oui, il se trouve que ça va nuire à quelques intérêts particuliers. Bah oui, quand on fait des politiques publiques, c'est l'intérêt général qu'on doit viser et pas quelques intérêts particuliers. Et donc ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que quand on fait de la politique au sens noble du terme, c'est œuvrer pour l'intérêt des populations sur un territoire et donc ne pas avoir peur aussi à un moment de s'affronter à quelques intérêts particuliers qui ne concourent pas à cet intérêt général. Et après, pour les citoyens et les citoyennes, eh bien, interroger aussi. J'ai été très étonnée et très intriguée le fait qu'en effet, il n'y a pas assez de. Enfin, moi, à Paris, c'était pas le cas, mais il n'y a pas assez de débat sur l'eau. Là aussi, demander des comptes à vos communes, à vos intercommunes,
à vos agglos, intercommunalités, tout ce que vous voulez, dans vos institutions diverses et variées, interrogez aussi les gens sur l'eau, interrogez-vous aussi d'ailleurs, je pense chacun sur quand vous achetez tel habit, c'est telle consommation d'eau, un ordinateur c'est 100 000 litres d'eau, là aussi à chaque fois c'est l'empreinte eau, c'est à chaque fois interrogez-vous, l'eau est en fait totalement invisible, sauf dans la carafe, mais elle est absolument partout. Non mais c'est un grand, là aussi je passe mon temps à le répéter, mais parce que quand on comprend que l'eau en fait est vraiment l'élément majeur qui structure en fait nos vies, nos activités, mais qu'on la voit peu et donc du coup qu'on l'intègre peu, eh bien ça change le regard et en fait du coup on voit qu'on peut penser à un nouveau modèle qui, j'en suis absolument convaincue, sera bénéfique pour le plus grand nombre, mais aussi il faut avoir le courage de se dire qu'il faut aller dans cette voie-là. Merci. Chers membres du collectif, est-ce qu'on a le temps pour les questions encore? Oui, génial. Alors, il y a eu beaucoup de questions et honnêtement, c'est très difficile de choisir celles qu'on va poser. Alors, je rappelle que toutes les questions vont être gardées et seront mises sur le site internet. Rien ne se perdra. Première question. Alors, moi, j'ai essayé de voir des questions qui sont les plus globales, les plus générales. Il y a quelques jours, l'Europe vient de voter l'allègement du devoir de vigilance sociale et environnementale. À votre niveau, quel est votre pouvoir pour protéger l'eau face à ce franc recul? Contrôle renforcé, obligation aux entreprises, renforcées, sanctions renforcées, afin d'éviter une fuite des responsabilités d'un simple « Oh, on ne savait pas ». Vous engagez-vous à mettre en place ces actions et à renforcer le principe pollueur-payeur? Et c'était une question qui s'adressait particulièrement à tous les élus, qu'ils soient là en haut ou qu'ils soient là en bas. Ça se bat là. Moi, je veux bien m'engager, mais ça ne mange pas de pain, parce que de toute façon, je n'ai pas cette responsabilité-là. Et puis même quand j'étais adjointe au maire, le principe pollueur-payeur, ça a été dit, en plus il est inscrit, mais il n'est absolument pas respecté. Et on le sait, on le sait tous, donc on ne peut pas de nouveau avoir un long débat là-dessus. Mais à un moment, il faut que l'État, les services déconcentrés, fassent plus respecter ce principe pollueur-payeur, ce qui n'est pas le cas. Mais ça échappe même honnêtement en grande partie à la responsabilité des communes. Pour prendre un autre exemple que l'agriculture, quand il y a des rejets d'eau usée industrielle qui polluent, et on sait d'ailleurs que dans certains, notamment la vallée du Rhône, l'augmentation des PFAS dans l'eau a surtout été provoquée par les rejets d'eau usée des industriels. C'est pas la commune qui peut agir. Elle peut évidemment alerter, elle peut demander des comptes, mais à un moment, il y a des réglementations qui doivent être respectées et les services de l'État doivent aussi pouvoir faire le travail de police. Et quant à la question, je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien suivi la question de la vigilance, en effet, et du devoir de vigilance pour les entreprises. L'Europe, là, et c'est dramatique en fait, l'Europe est en train de revenir en arrière sur les contraintes imposées aux entreprises, et notamment, ça fait le lien, les entreprises, sur leurs obligations sociales et environnementales. Si vous allégez là aussi les obligations environnementales, en effet, les entreprises, par exemple, là, pourront continuer à avoir peut-être des pratiques pas forcément vertueuses pour les rejets d'eau. Donc c'est très direct. Mais ça, c'est un poids qui doit être porté au niveau européen. Merci. Alors, une seconde question, celle-ci, elle est pour tout le monde. Selon vous, l'opinion publique est-elle un frein aux évolutions voulues par les gestionnaires,
ou bien un facteur de stimulation pour des évolutions et des améliorations? Vous avez 30 secondes et demie. Moi, je vais dire pour tout de ma suite, parce part- que justement, je ne vais pas intervenir. Moi, je pense que ce matin, j'ai démontré que c'était plutôt de l'innovation et de la stimulation. Ça a été dit à plein de moments aussi. Nicolas Clerc disait, en tant qu'agriculteur, on a aussi besoin des citoyens qui font pression. Valérie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'effectivement, l'opinion publique, je pense que l'intelligence collective est souvent beaucoup plus rapidement consciente des problèmes que les autorités qui souffrent d'un certain immobilisme administratif pour X raisons, parfois bonnes, mais que le devoir citoyen, effectivement, c'est de s'engager. Et je conseillerais beaucoup de créer des associations et d'intégrer les comités de pilotage des syndicats de bassin notamment, des syndicats de rivière qui sont des entités publiques très ouvertes au dialogue. Le dialogue citoyen est encore un peu difficile à mettre en place. On n'a pas l'habitude de le pratiquer, que ce soit au niveau du citoyen ou au niveau de l'expert. Mais ça vaut la peine petit à petit de s'exercer à cette pratique de façon à pouvoir vraiment lancer un véritable dialogue entre la population et ses instances publiques au sujet de l'eau. Et les syndicats de bassins de rivière sont vraiment des organismes très, très, très ouverts à ce type de dialogue et il faut arriver à s'y mettre. Je compléterai peut-être, si vous me permettez, avec le fait que des associations, des ONG qui sont aussi à soutenir témoignent, notamment Bloom, qui a participé à faire interdire la pêche électrique en eau profonde au niveau européen, dit sans les citoyens derrière nous, nous n'aurons tout simplement jamais réussi à faire cette chose-là. Donc c'est même pas source de potentialité, c'est qu'elle est essentielle pour tout un tas d'associations et ONG qui ont vraiment besoin que les citoyens les aident à pousser les sujets et à mettre en place des systèmes de pression. Et même les pétitions qu'on est tous lassés de signer depuis 40 ans ont un réel impact. En tout cas, les ONG peuvent vraiment transformer l'essai. L'exemple des PFAS qui a été donné juste avant. Du plomb. La pétition du plomb. Voilà, la pétition du plomb l'été dernier, les PFAS sont aussi le fait qu'on en ait autant parlé dans les médias et aussi le jeu d'une pression citoyenne et de lanceurs d'alerte, pas que, aussi d'associations de terrain. Donc oui, là-dessus, il n'y a aucun doute. Et c'est même porteur de se dire qu'on a déjà des impacts de ce type-là dans la société. Oui. Ne faudrait-il pas mobiliser les forestiers, propriétaires et exploitants, sur la préservation des forêts à couvert continu pour préserver l'eau? C'est la question de la végétalisation qui a été abordée tout à l'heure. Là, vous posez la question de est-ce qu'on doit forcer? Donc je pense qu'en fait, là, c'est la question de comment on s'y prend, comment on crée le dialogue. Qui a envie de répondre à ça? Valérie, encore. Un petit peu. Le problème de la forêt, c'est qu'elle est morcelée énormément par une multitude de petits propriétaires privés. Et jusqu'à présent, ça a posé un problème, voilà, justement, de dialogue et de concertation et de réflexion. Mais je dirais que c'est pas non plus rédhibitoire et que quand c'est pas parce qu'un problème est compliqué à résoudre qu'il ne faut pas le faire. Donc on travaille à ça aussi au niveau de notre association avec au niveau du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, pour arriver à justement à atteindre cette population de propriétaires privés de forêts. Je pense que les forêts souffrent déjà beaucoup de dépérissement suite au changement climatique. Donc ces propriétaires vont se poser les bonnes questions. Il y a aussi le problème du ruissellement et de l'érosion dont je parlais, et notamment cette technique dans les pentes boisées qui peut permettre de retenir l'eau en excès et de la retenir suffisamment pour qu'elle imbibe à nouveau les sols. Donc oui, il va y avoir beaucoup de travail à envisager à ce niveau-là. Et je pense que les problèmes étant de plus en plus récurrents, il y aura aussi une écoute de plus en plus attentive de la part de ces
propriétaires, les forêts étant bien entendu. Et une page de pub locale sur ce sujet. Il y a une association qui s'appelle Robin Dubois, qui est sur le Pilat et qui travaille justement à avoir des forêts diversifiées. Donc les gens qui se posent ces questions-là peuvent aussi s'impliquer au niveau associatif pour soutenir cette association. Robin Dubois, pas Robin Desbois, c'est autre chose. Et une pub nationale, vous avez aussi Forêt Sauvage, vous avez la SPAS qui rachète des pans entiers de forêt pour les rensauvager, vous avez le projet de Francis Allais pour la forêt primaire, donc il y a déjà un tissu que vous pouvez rejoindre, et localement créer des antennes aussi. Oui, pardon, je vous regarde, mais je... Alors, c'est une question sur l'impact cumulé des retenues sur les bassins versants, avec l'exemple de la Coise, un des bassins versants les plus séchants, qui est le plus équipé de retenues. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aborder une autre phase de solution qui est le stockage dans les sols? Oui, il y a la question du démantèlement en fait, de structures. Ça existe dans certains départements. Il y a des départements qui démantèlent des infrastructures sur certaines rivières. Et il y a la question qu'on a essayé d'aborder sous plein d'angles différents du stockage dans les sols. Qui a envie du coup de répondre sur ces deux aspects? Ah, les rivières quand même. Alors effectivement, c'est peut-être un des points de divergence que je pouvais avoir avec mon voisin de droite. L'objectif, c'est pas de rentrer dans la polémique, mais peut-être simplement d'exprimer un point de vue. Effectivement, ces interceptions, en fait, puisqu'on vient intercepter des écoulements pour pouvoir les stocker, peuvent en cumuler avoir des effets globaux négatifs sur les écosystèmes. Le premier, effectivement, c'est que quand on a des écoulements et qu'on les ralentit, on va favoriser l'évaporation, on va favoriser le réchauffement des eaux, on va indirectement venir modifier, effectivement, le fonctionnement naturel de l'écosystème. Donc ça, ce sont des choses qui se mesurent. Effectivement, l'exemple de la Coise, il est très pertinent. Je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est très pertinent. Juste un chiffre, l'été dernier, la Coise à Saint-Galmier, je sais pas si tout le monde visualise, je ne sais pas d'où vous êtes tous, mais c'est un cours d'eau qui fait à peu près 7-8 mètres de large. Le débit de la Coise était réduit à 6 litres par seconde. Bon, je ne sais pas ce que vous imaginez, 6 litres par seconde sur une rivière qui fait 8 mètres de large, c'est réduit à peau de chagrin. Et effectivement, il y a un impact cumulé de ces retenues collinaires qui viennent intercepter des écoulements et qui viennent favoriser le réchauffement des eaux et l'évaporation. Voilà. Oui, bien évidemment, il y a des choses qui se réalisent. Là aussi, on n'est pas sans solution. Bon, déjà, il y a un certain nombre de retenues sur lesquelles il y a des mises en conformité qui normalement doivent se réaliser pour laisser passer une partie du débit. Ça, c'est réglementaire. Il y a des retenues qui n'ont plus d'usage, effectivement. Se pose la question des retenues qui ont été faites à un moment donné pour un usage, et puis aujourd'hui, l'usage est perdu. Et du financement de ces retenues aussi qui ont été parfois aidées par des aides publiques et puis l'usage se perd, devient par exemple récréatif souvent et quid finalement de ces aides aussi qui ont été versées à un instant T. Voilà, donc c'est un vaste sujet, là aussi il faudrait plus de temps pour débattre de tout ça, mais sur le simple plan technique, effectivement l'impact là aussi il est indéniable, c'est une certitude. Merci beaucoup, on va arrêter là. La Coise ? On peut une dernière intervention sur la Coise? Oui, toute petite, on me dit, il y c'est a les chefs là-bas. C'est pour compléter uniquement. Mais rapidement. Donc, vous savez combien il y a de retenues sur la Coise? Non, vous avez sur la cherché Coise. vos feuilles pendant un moment, je vous ai vu. Alors, l'impact cumulé, ça c'est sûr. C'est sûr. Quant au réchauffement de l'eau, il faut, pour qu'il y ait réchauffement et que ça impacte à l'aval, il faut qu'il y ait débordement. Or, la majeure partie de ces retenues sont sur des bassins versants minuscules qui ne débordent jamais, pratiquement. Moi, j'ai fait des mesures de température sur les débordements. Alors, c'est vrai que ça a un impact, puisqu'on peut avoir une entrée de retenue qui est à 24 degrés, alors que l'eau arrive à 17 degrés, admettons, en haut, au-dessus, et elle sort, elle est à 24, elle ressort donc à 24. Eh bien, tous les 100 mètres, je l'ai mesuré, tous les 100 mètres, elle reprend 2 degrés.
C'est-à-dire qu'au bout de 500 mètres, même moins, parce que je n'ai pas réussi à en trouver pour plus loin, elle a retrouvé la température du milieu. C'est tout. On va Parce devoir que- arrêter là. Merci pour ces précisions qu'on ne peut pas mettre en discussion, du coup c'est dommage. Mais merci à tous pour votre implication. Je vous laisse clôturer la journée. Merci pour votre patience, votre écoute. Merci d'être aussi nombreux sur ce sujet. Ça fait du bien de voir un territoire avec autant de citoyens qui se questionnent sur l'eau. Et je passe la main au collectif pour clôturer. Voilà.